Donc, effectivement, je voudrais vous parler d'utilisation du machine learning en sciences du climat et à travers une application aux ondes internes de gravité. Donc, on va essayer d'améliorer la connaissance de ces objets en utilisant du machine learning. Donc, effectivement, moi, je suis dans un laboratoire de probabilité statistique et c'est une collaboration avec des personnes qui travaillent au laboratoire de météorologie dynamique. Donc, Milena Korkos, Soté Haas, François Lotte, Riwal Plougonven, Albert Hersok, Aurélien Podjazen et Raj Rani. Donc, j'ai mis en bleu clair, en fait, Soté et Riwal. Donc, avec Riwal, on avait déposé un projet, un appel de l'Institut des mathématiques pour la planète Terre, et le financement qu'on avait obtenu sert à financer le postdoc de Sotea. Et l'ensemble de ces personnes, avec ces travaux sur les ondes de gravité, participent à un projet plus vaste, qui est un projet qui s'appelle DataWave, qui est un projet du VESRI, Virtual Earth System Research Institute. Donc, qu'est-ce que sont ces ondes de gravité? Donc, des ondes de gravité, comme leur nom l'indique, elles sont dues à la force de gravité et elles se produisent lorsqu'on va avoir un contraste en densité dans la verticale. Donc, quand on a le fluide qui est plus dense en dessous. Donc, lorsque ce contraste est vraiment une discontinuité, lorsqu'il a lieu sous la forme d'une discontinuité, ça va donner des ondes de surface. Donc, c'est ce qui se passe pour les vagues. Et nous, on va s'intéresser aux ondes internes. C'est ce qui se passe lorsque ce contraste est continu. En fait, on a une décroissance continue en densité. Et à ce moment-là, on obtient donc les ondes internes. Donc ces ondes, elles sont dues à un déplacement d'air dans la verticale. Ce déplacement peut être dû soit à un obstacle physique qui va être rencontré, comme lorsque on a des montagnes. Donc ces ondes sont appelées les ondes orographiques, ou alors elles peuvent être dues un ensemble d'autres causes concernant les masses d'air, des courants jets, des fronts, quand on a des masses d'air de températures différentes, des choses au niveau de la convection. Donc tout un ensemble de choses qui sont différentes de ce cas des montagnes. Alors pourquoi on s'intéresse à ces ondes de gravité, à ces ondes internes de gravité? Parce qu'elles influencent la circulation globale. On a affaire à un transfert vertical d'énergie et de quantité de mouvement de la troposphère, donc c'est la partie basse de l'atmosphère, la partie où nous vivons, vers la stratosphère, la partie qui est au-dessus, et la mésosphère, la partie qui est encore plus loin. Et pour ces raisons, elles vont avoir un rôle important dans tout ce qui est météorologie et également, à plus long terme, d'autres fluctuations climatiques. Donc, en particulier, ces ondes internes de gravité, elles sont l'une des familles d'ondes qui forcent un processus de dynamique interne de l'atmosphère qui est connu sous le nom d'oscillation quasi-biennale, ou QBO, donc qui correspond à un changement de sens de circulation des vents dans la stratosphère, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Alors plus précisément, notre quantité d'intérêt, ça va être des flux de quantité de mouvement, d'ondes de gravité. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'écoulement plus haut va être plutôt accéléré ou plutôt ralenti? Et donc ça correspond à un changement de quantité de mouvement de l'air. Donc maintenant, je vais dire quelques mots au sujet des paramétrisations. Donc les paramétrisations, c'est un des mots-clés des journées du GDR. Donc quand on construit des modèles numériques météorologiques, des modèles numériques de climat, on se trouve face à des difficultés pour représenter certains phénomènes. Donc là, sur ce petit schéma que j'ai extrait d'un article de Bauer et co-auteur de 2015, on voit différents phénomènes qui peuvent se produire. Des phénomènes de convection, de nuages, des phénomènes de radiation, et puis nos ondes de gravité, avec la version en haut à gauche pour
les ondes non neurographiques, et puis on a les petites montagnes à droite pour justement les ondes de montagne. Alors, pourquoi on a besoin de paramétrisation? Les paramétrisations vont être des moyens simplifiés d'essayer de décrire ces phénomènes, ou plus exactement l'influence de ces phénomènes sur l'écoulement. Et on peut avoir besoin de faire ça pour des raisons qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Ça peut être parce que réellement, on manque pour certains des phénomènes d'information et qu'on n'arrive pas peut-être à décrire totalement analytiquement ce qui se passe. Donc ça serait par exemple le cas de la radiation. Et puis, dans beaucoup de cas, théoriquement, on pourrait l'écrire tout à fait analytiquement, mais on se retrouve face à des limitations au moins numériques. Et donc c'est ce qui se passe, notamment pour nos ondes de gravité. En fait, elles sont de petite échelle par rapport au modèle numérique, par rapport à l'échelle, par rapport à la grille, à la maille des modèles numériques. Donc, on dit qu'elles ne sont pas résolues dans ces modèles, elles sont d'échelle plus petite que la grille du modèle, et on a besoin de construire des paramétrisations pour pouvoir décrire leurs impacts. Donc, même si on n'arrive pas à les inclure elles-mêmes dans le modèle, on connaît leurs actions, et en utilisant cette connaissance, on veut pouvoir dire comment elles vont influer, même si c'est très simplifié. Donc ces paramétrisations, ce qu'elles ont comme caractéristique, c'est qu'elles sont censées être universelles dans le sens où ça ne va pas être des choses qui sont spécifiques à des positions. Et puis elles sont censées être basées sur la physique, idéalement sur les lois de la physique, comme les équations qui décrivent justement l'écoulement à plus grande échelle, celui qui est résolu dans le modèle. Donc si je donne un petit exemple avec les ondes de montagne dans les petits dessins en dessous, en partant de quelque chose de réel, où j'ai mis réalistique parce que là c'est déjà, c'est plutôt des simulations à haute résolution ou quelque chose comme ça sur l'image, on passe à une version où on va écrire les choses analytiquement, et puis ensuite, comme c'est très complexe et que justement on va avoir ces limites numériques, ben, on va vouloir décrire par des paramétrisations d'une manière plus simple ce qui va se passer. Donc, on essaye de simplifier au maximum la dynamique de ces ondes de gravité en gardant en fait trois grandes étapes, trois grandes parties. Essayer de spécifier les sources, pourquoi elles ont été générées. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand elles se propagent. Et puis justement, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur l'écoulement ensuite, quand elles se dissipent après leur propagation. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites en recherche concernant les sources. Et le problème, c'est qu'il y a une partie qui est assez arbitraire, et notamment parce que ça manque de contraintes, au sens où, pour que, quand on construit ces paramétrisations, ça représente bien l'état qu'on peut observer en fait, de l'atmosphère et tel que se passent les choses pour le climat, on a besoin de calibrer de manière un peu ad hoc un certain nombre de paramètres. Et donc, une fois qu'on a bien calibré ces paramètres, ça peut représenter très bien l'état qu'on a actuellement, par exemple. Et puis, on peut se rendre compte, donc notamment, c'est le cas avec ce phénomène d'inversion des vents, là, de la QBO, que j'ai évoqué avant. On peut se rendre compte que si on utilise certaines paramétrisations qui ont été obtenues différemment par différentes équipes, et qu'on regarde ce qui se passe avec un changement climatique, bah, le résultat, ça va être qu'il y a des changements dans cette QBO, mais on ne va pas obtenir les mêmes changements. Donc ça vient du fait que pour coller à l'état actuel, bah, on va justement calibrer finement ces paramètres, et puis c'est quelque chose qui va générer des erreurs, qui va générer de l'incertitude, parce que c'est l'aspect un peu ad hoc justement de la chose. Donc ici, moi ce que j'ai envie de vous raconter, ce qu'on m'a demandé de vous raconter, c'est quelques usages du machine learning dans
les sciences du climat en général, et donc moi avec ici cet exemple des ondes internes de gravité. Alors, je vais me focaliser sur le travail qu'on fait dans le cadre du postdoc de SOTEA, mais je voulais vous donner quelques autres exemples aussi où peut intervenir le machine learning. Donc, il peut intervenir lorsque on a des paramétrisations et tout simplement, on veut les émuler pour gagner du temps de calcul. Donc là, on ne cherche pas à les améliorer ou à les remplacer nécessairement, mais c'est un des champs possibles, c'est construire des espèces d'émulateurs de ces paramétrisations qui vont faire la même chose que font les paramétrisations, mais en fait en allant plus vite. Donc ça, c'est un type de chose. Un autre champ d'utilisation du machine learning, on pourrait appeler ça construire des méta-modèles. Donc on utilise à ce moment-là des simulations à haute résolution, et puis on essaye de voir si, avec une connaissance de plus basse résolution, on arrive à relier ces deux choses. Et dans cette optique-là, on peut aller plus loin et essayer de construire des paramétrisations qui ne sont plus tout à fait les paramétrisations telles que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais qui seront des paramétrisations qui sont basées sur des données. Et donc, pareil, en partant de simulations à haute résolution, essayer de construire des paramétrisations qui ne seront plus entièrement analytiques, mais qui utiliseront du machine learning. Donc, pour ces deux choses, métamodèle et paramétrisation, je vais montrer juste un exemple. Et ce qu'on fait, nous, dans le cadre du projet, c'est que l'on a accès à des observations qui vont venir de ballons. Donc, je vais expliquer ça juste après. Et on veut relier l'écoulement à grande échelle à des observations locales qui nous renseignent sur les flux de quantité de mouvement pour nos ondes de gravité. Donc là, c'est vraiment pour des observations et plus uniquement pour des simulations à haute résolution. Mais on ne cherche pas à construire des paramétrisations. On cherche à améliorer notre connaissance sur les ondes. Donc c'est un but plus modeste. On ne dit pas pour l'instant qu'on va construire des paramétrisations, mais juste on essaie de comprendre un petit peu plus les phénomènes liés à ces ondes. Donc pour le métamodèle, donc un exemple tiré d'un article de Amir Ajamdi et ses co-auteurs en 2020. On a des données qui proviennent de modèles numériques du Centre européen, qui sont de résolution assez haute, moyenne, on va dire. Ça, c'est considéré comme l'information cible sur les ondes de gravité. Et puis, on a d'autre part, de la même provenance du Centre européen, des variables qui sont donc de résolution faible, qui donnent la connaissance de l'écoulement à grande échelle. Et ce que font ces auteurs, c'est utiliser une méthode de machine learning, en l'occurrence les forêts aléatoires, dont je reparlerai tout à l'heure, pour reconstruire les ondes de gravité. Donc dans les deux cas, c'est de l'information des modèles. Mais c'est pour voir ce qu'on est capable de faire. Donc dans les deux cas, ce n'est pas des observations. Donc ça, c'est un exemple, cette fois-ci, pour vraiment la construction de paramétrisation basée sur les données. Donc ici, l'exemple concerne la convection, les nuages, ça ne concerne pas les ondes. Donc l'idée de base, c'est de se dire que, comme j'expliquais un tout petit peu tout à l'heure avec le schéma qui montrait différents processus, différents phénomènes, l'idée, c'est de se dire que des processus comme les nuages ou comme les ondes de gravité, en théorie, on pourrait les résoudre dans le modèle. Ce n'est pas un cas où on manque réellement d'informations pour écrire les choses, c'est un cas où on a des limitations numériques, où on n'a pas une grille suffisamment fine. Et on se dit qu'à ce moment-là, avoir des simulations à haute résolution, quelques simulations à haute résolution, ça donne de l'information. Et l'idée, c'est d'utiliser ces informations et d'essayer de récupérer un lien entre ce qui est résolu dans le modèle et ce qui ne l'est pas.
Et alors l'image, elle illustre quoi? En fait, l'image, elle illustre, alors à droite, on a justement des simulations à haute résolution. Et puis à gauche, on a, avec des réseaux de neurones, des images qui sont censées être très très proches, qui le sont hein, effectivement, de ces simulations à haute résolution qu'on a sur la droite. Donc après entraînement, on essaye d'obtenir quelque chose qui est le plus proche possible de ces simulations à haute résolution, et pour utiliser ça, pour le coup, dans ce cadre-là, réellement, ensuite en tant que paramétrisation. Donc ça, c'était pour d'autres usages. Et alors, nous, dans le cadre du projet du postdoc de SOTEA, ce qu'on fait, c'est qu'on a, en tant qu'information sur l'écoulement à grande échelle, également des données du centre européen, comme je mentionnais tout à l'heure pour le métamodèle, et on a des vraies observations qui proviennent de ballons stratosphériques. Et ce qu'on veut faire, c'est reconstruire, à l'aide du machine learning, des flux de quantité de mouvement d'ondes de gravité observées à partir de l'écoulement à grande échelle représenté par les données qu'on peut extraire du centre européen. Donc un ballon stratosphérique pressurisé, ben, voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a deux types de ballons qui étaient utilisés, qui font 11 mètres ou 13 mètres de diamètre, avec des altitudes de vol de 18 km ou 20 km. Donc c'est au début de la stratosphère. Et ils ont une durée de vie de 2 à 3 mois, du moins quand il ne se produit pas de problème. Donc normalement, ils ont une durée de vie de 2 à 3 mois. Donc le projet de lancement de ces ballons, c'est un projet franco-américain qui s'appelle Stratéol 2, donc qui, côté français, est mis en place par le CNES et côté américain par la NSF. Donc les données que nous avons utilisées et à quoi correspondront les résultats que je montrerai tout à l'heure sont ceux de la première campagne C0 de 2019, qui correspondent à 8 ballons qui ont été lancés, qui ont dérivé entre novembre 2019 et février 2020 dans une zone tropicale. On a à peu près 680 jours de mesures en tout. Donc qu'est-ce qu'on enregistre en fait? Qu'est-ce qu'on mesure? On a des observations toutes les 30 secondes de position, donc à partir desquelles on va avoir en fait le vent, et puis de données de pression et de température aux positions du ballon. Donc des trajectoires, ça ressemble à ce que montre l'image en dessous. Donc voilà les trajectoires des 8 ballons de cette première campagne. Donc simplement pour vous montrer la campagne suivante de 2021, il y a eu 17 ballons qui, eux, ont dérivé entre octobre 2021 et janvier 2022. Donc là, je disais que ça a normalement une durée de vie de 2 à 3 mois. Donc il y a eu des problèmes techniques en fait sur les ballons. Et ils ont malheureusement dérivé beaucoup moins longtemps que ça et ils ont explosé prématurément. Mais on peut néanmoins faire des choses avec les données qu'on a obtenues. Mais pour l'instant, les résultats, donc c'est un travail en cours, les résultats que je présenterai, ça concerne les 8 premiers ballons. Donc c'est une source d'information vraiment très intéressante parce qu'elle va donner accès à la fréquence intrinsèque des ondes. On a vraiment des mesures in situ, contrairement à ce qu'on pourrait avoir par des satellites, par exemple, où on peut également estimer ce type de quantité à partir de données de température, mais forcément, il va y avoir une beaucoup plus grande incertitude. Donc là, c'est des observations directes, donc ça, c'est très intéressant. Et ça permet d'estimer, donc en passant par de l'analyse par ondelette, de manière très précise, les quantités qui nous intéressent, donc ces flux de quantité de mouvement des ondes. Et donc, on a une couverture spatiale assez grande, puisqu'ils dérivent, comme je vous ai montré, sur leur trajectoire. Alors, je voulais faire une petite remarque sur justement la direction des ballons. Alors, il s'avère que les vents de surface, près de l'équateur, ils ont une direction est vers l'ouest. Mais vers la stratosphère, à l'altitude des ballons,
là, justement, se produit le phénomène que j'évoquais tout à l'heure de la QBO. Donc là, les vents vont alterner entre vent d'est et vent d'ouest avec une période d'environ 28 mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'interne à la dynamique de l'atmosphère. Ce n'est pas, 24 mois, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui correspond à une année ou 2 ans. Et alors, il se trouve que, en fait, dans les deux campagnes dont je vous ai montré les trajectoires, la plupart des ballons vont vers l'est. Et on a quelques cas où on a atteint le point de retournement de la QBO, et donc les ballons retournent dans l'autre sens. On a 2 ballons, en fait, qui, eux, vont vers l'ouest, pour une raison un peu particulière, c'est que ces ballons-là, ils sont partis un peu plus vers le sud, donc ils se sont un peu plus éloignés de l'équateur, et à ce moment-là, c'est d'autres dynamiques qui entrent en jeu, avec notamment la force de Coriolis et d'autres choses. Donc eux, ils vont vers l'ouest, pardon. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que les ballons, ils vont avoir intrinsèquement une certaine oscillation avec des fréquences de 3 minutes. Et donc c'est pourquoi quand on va regarder les ondes de plus haute fréquence, en fait, les ondes de plus haute fréquence qu'on va vouloir regarder, on ne va pas pouvoir descendre en dessous de 15 minutes parce que sinon, ça va être pollué par les oscillations qui viennent uniquement du système, en fait. Donc ça, c'est juste tout à l'heure pourquoi ça ne va pas plus bas que 15 minutes. Donc ça, c'est les observations. Et ensuite, les données qui décrivent l'écoulement à grande échelle, elles proviennent donc du centre européen et sont plus précisément les données des réanalyses ERA5. Donc les réanalyses, c'est la combinaison d'observations historiques et des modèles numériques, donc qui donnent des gros jeux de données, enfin qui fournissent des gros jeux de données de différentes variables de météo et de climat. Donc en particulier ici, ce qu'on a extrait comme variables, c'est des variables sur la précipitation, sur la pression, sur le vent et la température à différents niveaux dans la verticale. Et puis on a fait ça pour un certain nombre de points de gris, donc pour 5 x 5 points de gris avec une résolution d'1 degré autour des points qui nous intéressent par rapport aux observations. Alors une question qu'on peut se poser, c'est justement parmi les variables qu'on peut utiliser des modèles, quelles variables vont être les plus informatives sur nos ondes. Donc ça, c'est plus précisément les variables qui sont utilisées, avec les abréviations qui seront utilisées tout à l'heure dans les figures. Donc comme temp pour la température, pour les précipitations, c'est TP qui sera utilisé. Et puis pour ce qui est de la température et du vent, en fait, on a 4 niveaux qu'on a utilisés pour les altitudes. Donc la surface, 2 km, 9 km et 19. Donc 19, ça correspond au ballon. C'est l'altitude où dérivent les ballons. Et au niveau de la cible, on a considéré pour le moment en fait 2 types d'ondes. Et donc pour chacun des 2 types d'ondes, on va regarder les flux de quantité de mouvement absolus est et ouest, direction est, direction ouest. Et donc ces 2 types d'ondes, ça va être des ondes à haute fréquence, donc période 15 minutes jusqu'à, je crois que j'ai mis plus, jusqu'à 1 heure. Et puis les ondes qu'on notera WF pour fréquence large, en fait, pas forcément basse, mais large, donc 15 minutes jusqu'à 1 jour. Donc soit que la haute fréquence, soit plus l'ensemble. Donc pour relier l'écoulement à grande échelle et les observations qu'on a par les ballons, on considère un cadre d'apprentissage statistique qui peut s'écrire de la façon suivante. On observe des données pour écrire x1, y1, xn, yn, où x, ce sont les variables d'entrée ou les caractéristiques,
Donc là, c'est ce qu'on obtient à partir des réanalyses. Et puis Y, les sorties, c'est ce qui correspond à la variable d'intérêt, donc ici, par rapport au flux de quantité de mouvement. Donc en quelque sorte, on cherche une fonction qui lie X à Y. Et les types de méthodes qu'on a regardées pour faire ça, qui sont celles que j'ai présentées, dont j'ai présenté les résultats après, ce sont des méthodes qui sont dites non paramétriques, donc où on ne fait pas d'hypothèse de loi, on ne va pas chercher à estimer les paramètres par rapport à une certaine loi de probabilité, mais on va chercher d'autres moyens de construire en fait, cette fonction G, comme je le notais dans le transparent précédent. Et les méthodes non paramétriques qu'on regarde, elles sont basées sur des arbres. Et plus particulièrement, on va regarder des méthodes qui vont combiner plusieurs arbres. Alors, comment on construit un arbre? Alors, j'ai fait 2 dessins qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Donc, la construction d'un arbre, alors un arbre, ça va être un arbre binaire. La construction va se faire, il faut regarder les 2 images un peu en parallèle. On se donne d'un côté l'arbre binaire, puis construire les branches de l'arbre binaire, ça correspond à découper des zones dans un domaine. Découper des zones rectangulaires dans un domaine. Donc, quand on fait ce qu'on peut appeler une coupure ou une division, donc qui va créer une division dans l'arbre, qui va créer 2 branches, ça va être fait par rapport à une variable. Donc, on a un certain nombre de variables, et par rapport à une variable, si la valeur de la variable est plus petite ou plus grande qu'un certain seuil, on va aller à droite ou à gauche. Et puis, ça correspond avec la vision domaine à découper le domaine en 2. Donc, on va être dans une partie ou dans l'autre partie quand on a découpé le rectangle. Alors, ces découpages, ces constructions de seuil, là, ce que j'ai appelé les petits TI, ça se fait en se basant sur un critère qui est une fonction, on va dire, de l'erreur de classification. L'erreur, pas de classification, parce que là, on est en régression, qui va se faire en fonction de l'erreur que l'on commet. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire pour un arbre. Alors, ce qui se passe avec les arbres, le problème qui se passe, c'est que quand on découpe en fait, à un endroit, on peut continuer ensuite à découper, plus loin dans l'arbre, à rajouter d'autres divisions, mais en tout cas, une coupure qui est intervenue à un moment donné, on ne va pas pouvoir l'effacer. Donc, il y a un aspect qu'on pourrait appeler problème de variance dans ces objets-là, qui est que finalement, si elle a apparu un moment, on ne va pas pouvoir l'enlever. Et est-ce que le fait qu'elle ait apparu, ça soit quelque chose de très général, ou est-ce que c'était un petit peu dépendant des fluctuations de données qu'on avait juste là à notre disposition? Donc, une chose qui est faite souvent, c'est de combiner en fait plusieurs arbres. Et là, on a utilisé 3 méthodes qui étaient des méthodes justement qui combinaient plusieurs arbres. Donc, la première, les forêts aléatoires, consiste à construire des arbres sur des échantillons qui ont été construits à partir de l'échantillon de départ par du rééchantillonnage. Donc, on tire dans l'échantillon de départ et on construit. On fait semblant qu'on a plusieurs fois les données. On ne les a qu'une seule fois, mais on fait semblant, en faisant ce tirage. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle du bagging. Et en plus, dans les forêts aléatoires, les variables qu'on va considérer à chaque moment pour couper, on ne va pas considérer toutes les variables. On va juste tirer un plus petit nombre de variables aléatoirement. Donc ça donne plus de variété dans les arbres. Et donc combiner tous ces arbres, on se dit que ça stabilise quelque chose et ça réduit ce problème de variance. On a utilisé une autre méthode qui est assez proche, mais qui est plus aléatoire en fait, dans sa construction. Donc là, quand on va considérer les possibilités de coupure, en fait, on va
aussi considérer uniquement des possibilités de seuil qui ont été tirées aléatoirement. Donc ça peut avoir l'air absurde, parce qu'on se dit, si on coupe par un critère, si on ne s'autorise pas à couper sur tous les seuils possibles, mais seulement ce qu'on a tiré au hasard, c'est un peu étrange. Mais en fait, comme de toute façon, ce qu'on fait au final, c'est qu'on combine plusieurs arbres, il s'avère que ça marche pas si mal que ça marche plutôt bien. Et sinon, la différence, c'est que c'est plutôt plus rapide en fait, que la première méthode. La dernière méthode que j'ai notée ici, boosting, alors là, c'est un peu différent. Simplement, au lieu d'avoir des constructions qui sont un petit peu en parallèle, comme dans les premières méthodes, c'est-à-dire qu'on duplique quelque part l'échantillon, là, on va avoir une idée plus itérative et on va essayer d'améliorer au fur et à mesure à partir d'arbres qui n'étaient peut-être pas très profonds, qui n'avaient peut-être pas beaucoup de branches qui descendaient très bas, mais c'est basé sur des poids et on essaye d'améliorer au fur et à mesure les estimateurs. Et à la fin, on met quand même tout le monde ensemble. On ne garde pas le dernier dans cette suite itérative, on met quand même tout le monde ensemble, on combine tout le monde. Alors je vous montre un peu ce que ça a donné. Donc là, sur 3 ballons, ballon 2 d'abord. Donc on a ici les séries temporelles qui sont tracées. Donc en bleu, donc ici, c'est donc je ne peux pas montrer tous les cas pour tous les ballons. Donc là, par exemple, c'est pour les flux de quantité de mouvement absolue. Donc en bleu, c'est la vraie, et puis la prédiction est en orange. Et on a calculé en fait la corrélation entre ces deux quantités, et grâce à cette corrélation, en fait, on peut dire que ici, pour ce ballon 2, on est assez content en fait, de ce qu'on arrive à faire. On est assez content avec des corrélations autour de 0,7 des résultats qu'on obtient. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la vraie ici et la prédiction tout à l'heure? Donc la prédiction, c'est ce qu'on a obtenu à partir de la méthode de machine learning, qui sont ces 3 ici. Et ça, c'est la cible, la vraie cible, qui a été extraite. Donc la vraie, tu as dit que c'était la simulation de référence de CMWF, c'est ça? Non, ici, ce n'est pas une simulation, c'est quelque chose qu'on réussit à extraire à partir des observations en utilisant de l'analyse par ondelette. C'est vraiment les observations des ballons, et à partir de la manière dont le ballon dérive, on peut avoir la connaissance de ces flux de quantité de mouvement. Alors que la prédiction, c'est ce qu'on a pu prédire justement en utilisant... Donc oui, pardon, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, donc, si je remets mon petit principe statistique ici, donc apprentissage, donc ça veut dire qu'on apprend sur un certain nombre de données, et puis ensuite, on va vouloir tester, on va vouloir prédire comme si on avait une nouvelle donnée qui arrive. Pour un nouvel X qui arrive, on veut prédire le Y. Et donc, le protocole qu'on a pris ici, avec nos ballons, c'est qu'on apprend sur 7 ballons et on prédit sur le dernier. Donc ici, on prédit sur le deuxième et on a appris sur les 7 autres. Donc merci beaucoup. Oui, absolument. On n'arrive pas tout à fait à... Mais ça, c'en est un où ça marche plutôt mieux que d'autres. Donc par exemple, le 7... ça marche déjà moins bien. Donc, je ne montre pas les mêmes choses, parce que là, c'était en absolu. Là, je montre un exemple de direction Est et après direction Ouest. Donc, voilà pour le 7. Donc, direction Ouest pour le 8. Là, c'est un peu mieux à nouveau. Peut-être pas tout à fait aussi bien que le premier, enfin que le numéro 2. Bon. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'une question, c'était quelles sont les variables qui apportent le plus d'informations. Donc, on a essayé de regarder ça.
et c'est quelque chose qu'on peut regarder assez nativement avec le type de méthode qu'on a utilisé. Et donc, en général, on voit que la précipitation ou le vent zonal, donc les vents U, hein, par rapport au vent V, sont très importants. On voit que le vent à l'altitude du ballon, donc l'altitude 19, sort très souvent et sort en première position en fait pour tout ce qui était la direction Est, donc c'est ma deuxième ligne ici. Et puis de façon générale, on voit que le vent de surface ressort aussi assez souvent. On a quand même souvent des U0, V0 aussi qui sortent ici. Donc ça, c'était le cas de haute fréquence. Le cas de large fréquence, on remarque également l'importance du vent, des précipitations, avec des petites variations selon la cible qu'on se donne entre absolu, direction Est, direction Ouest, des petites variations selon les méthodes, mais globalement, les méthodes fonctionnent de façon à peu près similaire. Donc là, c'est pour tous les ballons. Donc on voit sur le bas de chacune des figures, 1, 2 jusqu'à 8. Donc là, c'est pour tous les ballons. Pour chaque ballon, on a 3 petites boîtes pour les 3 méthodes statistiques qu'on a regardées. Donc on voit qu'elles fonctionnent globalement quand même à peu près de la même façon. On voit que les ballons 2, 6 et 8, on est assez content. Et puis qu'il y a d'autres ballons où ça marche vraiment beaucoup moins bien. Et puis on s'aperçoit aussi que quand on regarde pour les flux de quantité de mouvement, la direction ouest, ça a l'air de marcher moins bien. Donc c'était pareil, d'abord haute fréquence, la fréquence large. Et on s'aperçoit qu'il y a un ballon qui était plutôt bien prédit tout à l'heure, là ça marche moins bien. Et on s'aperçoit que globalement ça marche moins bien pour ces larges fréquences que quand on regarde que des ondes de haute fréquence. Donc là, pour voir un peu ce qui se passait, on a tracé les quantités sur les ondes de gravité en fonction des variables importantes, donc en fonction du vent, de la précipitation. Donc en rouge, c'est en fonction du vent, et on compare simplement. On compare par rapport donc, au vent qui est en rouge et aux précipitations qui est en bleu. Et donc ici, par exemple, on s'aperçoit que les précipitations elles correspondent vraiment très bien à ce que font les ondes. Et donc on comprend qu'on arrive plutôt bien dans ce cas-là à prédire, puisque les 2 premières lignes se ressemblent beaucoup, alors que dans d'autres cas, par exemple pour ce ballon, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est un peu mieux à nouveau, peut-être pas aussi bien que le premier. Alors, juste une remarque, on s'est demandé pourquoi justement on observait des différences entre la haute fréquence et cette large fréquence. Donc, on s'est dit que comme la fréquence était déterminée par l'angle des lignes de phase, en fait, pour les hautes fréquences, des lignes presque verticales, c'est le cas où la gravité marche bien comme force de rappel. Et puis, pour des fréquences plus basses, là, on est plus oblique, ça va plus vers l'horizontale. Et comme le déplacement de l'air, il est parallèle à ces lignes de phase, ce qu'on s'est dit, c'est que, quelque part, l'information locale, et c'est ce qu'on a, c'est une information en des positions localement, ça va correspondre plutôt bien à ces hautes fréquences qui se propagent verticalement. Alors que, au niveau des larges fréquences, là, ça se comporte peut-être plus comme une espèce de bruit de fond et qu'on a plus de mal à relier à la source. Et donc, c'est plus difficile d'avoir la connaissance de ce qui se passe pour ces ondes-là. Voilà, donc c'est un travail en cours. On a beaucoup d'autres choses qu'on a envie de regarder et un certain nombre de choses qu'on veut comprendre encore. Donc, on n'a pas séparé, par exemple, on n'a pas essayé de regarder ce qui se passait si on séparait les moments où on est au-dessus de l'océan, les moments où on est au-dessus de la Terre. Donc, il y a des raisons pour lesquelles
Ça ne va pas forcément changer énormément aux latitudes où on regarde, mais il y a quand même des phénomènes qui sont différents. Donc ça peut être intéressant de le regarder. Donc je vous avais dit que là, on n'a pas utilisé la campagne C1. Et puis on se demandait aussi si on pouvait mettre en entrée d'autres informations intéressantes. Et notamment, pourquoi pas, ajouter, par exemple, on avait pensé des images de température de brillance. Donc là, je vais juste vous montrer un petit film. Donc ça, c'est grâce à Milena. C'est juste pour illustrer. Donc les images de température de brillance, c'est ce qui correspond au bloc en haut à gauche. Vous avez la trajectoire dans le bloc en haut à droite du ballon. Et puis les ondes en bleu, les flux de quantité de mouvement. Donc en bleu, en pointillé, c'est absolu. Et en orange, c'est direction est, et vert, c'est direction ouest, sur la figure du bas. Donc voilà, on a des petites vidéos comme ça. Donc on se demandait, entre autres, si ça pouvait être intéressant d'inclure ce type de choses. Donc ça, c'est des images, donc c'est un autre... mais on peut tout à fait inclure ça dans un modèle. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Aurélie ? Est-ce que tu as essayé de regarder, en prenant les données des flux de mouvement, des quantités de mouvement dans la réanalyse directement, puisque tu peux, à travers la trajectoire des ballons, tu peux en fait, échantillonner dans la réanalyse directement et de regarder si ton jeu d'entraînement il utilise la réanalyse et non pas les observations. Est-ce que tu améliores tes performances ou pas ? Parce que par exemple, dans les prédicteurs, tu prends des précipitations. Les précipitations des réanalyses, elles ont des biais. Alors je me demandais aussi si tu pouvais prendre en compte les biais dans ta méthode d'entraînement. Par exemple, il y a des simulations ensemblistes à plus basse résolution qui pourraient être utilisées. D'ailleurs, il y a plusieurs réanalyses à légèrement plus basse résolution. Donc tu as moyen d'avoir une erreur sur ce champ-là aussi. Est-ce que tu peux la prendre en compte dans ton algo ? Alors pour l'instant, on n'a pas inclus... donc la première partie de la question, c'était vraiment inclure des données sur les ondes dans les... C'est-à-dire faire tout l'algorithme avec la réanalyse. Mettre des observations de côté, calculer les quantités de mouvement qui sont des diagnostics à 5, aux endroits où sont les ballons. Au lieu d'avoir une règle oui. des observations, oui. C'est directement de la réanalyse. En gros, d'accord, oui, oui. C'est une espèce de... Oui. Oui, merci beaucoup, je n'avais pas tout à fait saisi avant. Donc ça, là, on ne l'a pas fait pour l'instant. Là, c'est un peu ce que j'avais en tête en notant combiné avec des simulations à haute résolution. Alors pas tout à fait, parce que c'est pas exactement le même type d'information, mais c'est un peu ce genre de choses qu'on voulait faire et que Sauter a l'occasion de faire en discutant là, dans un voyage qu'il va faire en Allemagne. Donc ça, on l'a pas fait pour l'instant parce qu'on s'est concentré justement sur les observations qu'on avait sur les ballons et de voir ce qu'on arrivait à en tirer. Mais c'est vraiment dans la perspective un peu comme ce qu'on veut essayer de faire en combinant avec des simulations à haute résolution. Donc justement, même si pour le coup ce n'est plus des vraies observations, de jouer pour voir ce qu'on arrive à faire et combien... Ouais. Si c'est l'algorithme lui-même d'apprentissage ou si c'est... parce que finalement, si tu prends tout dans la réanalyse, tout est cohérent. Les deux champs sont cohérents. Donc là, c'est la nature, c'est la réanalyse. Ok, Bérangère ? Oui, merci de cet exposé, c'est très intéressant et je suis très impressionnée, mais j'ai une question très naïve. Tu trouves une corrélation, mais que dire de la causalité ? Parce que je m'explique. Si j'ai bien compris, c'est des ondes qui sont créées quand il y a du vent qui arrive sur une chaîne et puis après tu montes. Et en général, quand tu as quelque chose qui se passe comme ça,
automatiquement, une fois que tu as de l'air qui arrive et puis qui monte très haut, tu as des précipitations. C'est l'effet par lequel, par exemple, il y a beaucoup plus de précipitations à Biarritz que de l'autre côté. Du coup, il est sûr qu'à cause de ce phénomène, à l'endroit où tu vas créer les ondes, tu vas avoir des précipitations et du vent zonal. Mais il y a coïncidence parce que dans les deux cas, le mécanisme fait qu'il y a ça, mais ça ne va pas beaucoup nous aider pour faire un modèle parce que la quantité de mouvement des ondes, elle n'est pas reliée. Enfin, physiquement, ce n'est pas relié à la quantité de précipitation ou au vent zonal. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Il y a une histoire de corrélation, n'est pas causalité. Et du coup, comment on fait pour discriminer la causalité et comment on l'utilise pour faire des vrais modèles physiques? Alors, la corrélation dont j'ai parlé là, c'était vraiment la corrélation, simplement, c'est en quelque sorte pour donner un indicateur de la performance de la reconstruction qu'on a pu faire. Donc en fait, c'est une corrélation ici qui est entre l'observation et ce qu'on peut prédire. Ce n'est pas une corrélation, je ne sais pas, entre les flux de quantité de mouvement et les précipitations ou quelque chose comme ça. Cette corrélation, elle n'est pas étudiée justement comme si on pensait ensuite à des problèmes de causalité, justement, ce qui est vraiment particulièrement intéressant et qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ici. Mais elle est juste pour donner une indication de performance. Quand on monte des figures comme ça, là, on peut regarder qualitativement la figure. Est-ce qu'on a l'impression que la courbe orange et la courbe bleue, elles se ressemblent ou pas? Et puis, ça, c'est donner un indicateur numérique de comment ces deux séries temporelles elles se ressemblent. C'est en ça qu'on parle ici de corrélation. C'est pas entre les variables différentes, en fait. C'est entre la vérité et ce qu'on a pu prédire. Mais dans les deux cas, c'est sur les ondes de gravité, du coup. C'est pas entre précipitation et ondes. Merci beaucoup. Toujours sur le même transparent, je me posais la question de comparer les statistiques, parce que le monsieur a dit que vous n'avez pas les événements extrêmes, mais est-ce que vous avez la variance, enfin les moments de low order déjà, entre la prédiction et la vraie mesure, et comment cela dépend du choix du ballon, parce que finalement, est-ce qu'on choisirait un autre qui a eu des sauts plus brusques? Est-ce que vous auriez peut-être une meilleure prédiction? Enfin, je ne sais pas. Donc la comparaison des statistiques n'est pas que à l'œil, ça se ressemble. Après, je me demandais, vous avez dit sur un autre slide que les précipitations se ressemblaient aux ondes, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. Bon, déjà, merci. Alors, en effet, il y a des choses qui se passent qui sont assez différentes selon les ballons. Et ça, peut-être, donc ça, quand on regardera séparément l'océan ou la Terre, lorsqu'il dérive au-dessus de l'océan, au-dessus de la Terre, peut-être qu'on s'apercevra qu'il y a aussi des explications qui sont dues à ça. En fait, les ballons, ils ont la trajectoire qu'ils ont, et on peut le regarder assez précisément, en fait, justement, avec ce genre de film, comme j'ai montré à la fin. Quand on veut regarder avec un ballon particulièrement, en disant qu'est-ce que celui-là pour lequel ça fonctionne bien, ou au contraire, pour lequel ça fonctionne le moins bien. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et quand? Parce qu'en fait, sur la vidéo, on avait justement les séries temporelles sur les ondes. Donc, on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passe de spécifique et à quel moment, quand il survole quel type d'endroit, ou peut-être comme j'avais dit à un moment donné, qu'il retourne aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce qui peut se passer qui peut expliquer sa spécificité? Et là, on peut aussi avoir l'impression que finalement, là, on n'avait pas beaucoup de données parce que c'est 8 ballons. Donc, on apprend sur 7 ballons et on prédit le 8e. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est intéressant de pouvoir inclure les données de la deuxième campagne et pourquoi pas de la troisième qui doit aussi encore avoir lieu bientôt. Mais également, exactement comme dans la première question tout à l'heure, de pouvoir aussi, parce que là on n'a pas de limitation sur les données, sur le nombre de données, de faire un jeu avec des simulations à haute résolution
pour voir ce qui se passe, parce que là, on en a autant qu'on veut. Et c'est sûr que sur un peu de ballons, où il se passe des choses spécifiques pour chacun des ballons, c'est pas évident d'avoir des conclusions toujours très très générales. Mais je pense qu'avec les simulations à haute résolution, ça peut permettre d'avoir des idées intéressantes aussi. Caroline, et après on prendra une dernière question. Alors, c'est en fait des critères qui sont basés sur le fait que on va regarder si, en fait, déjà il y a plusieurs critères, mais on va dire, grosso modo, c'est basé sur le fait de regarder si on rendait en fait les variables, si on leur enlève leur sens, avec une permutation, si on mélange tout, est-ce que ça influe beaucoup ou pas sur le résultat? Et si quand on leur fait ça, ça dégrade en quelque sorte, c'est que... Ah, c'est quelque chose en plus. Non, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui est toujours fait en accompagnement assez direct en fait, de ces méthodes-là, mais qui est quand même un calcul en fait en plus. Oui. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Pour ce qui est d'apprendre sur, juste une remarque après une question, pour ce qui est d'apprendre sur des données simulées et après passer aux observations, ça peut être compliqué parfois. Il y a de la translation de domaines ou des choses comme ça qui sont en fait des domaines à part entière du data learning, du machine learning et tout ça. Donc apprendre sur des données simulées et après passer aux observations, c'est un boulot en soi, quoi. Donc si vous apprenez sur des données simulées, le passage sur des observations ne sera pas garanti et la plupart du temps, si on n'a pas un savoir-faire, ça peut même être problématique. Après, pour la courbe de série temporelle que vous avez montée, prédite, est-ce que vous avez les diagrammes de dispersion ou pas? Là, je n'ai pas... C'est juste parce que, en fait, c'est comme en fait, on voit qu'il y a des pics qui ne sont pas bien ajustés. Oui. Et quand on fait le diagramme de dispersion, sous-entendu, avec la corrélation, il y a une certaine linéarité qui est sous-entendue. Et parfois, en fait, ça ne se passe pas toujours. Et il y a quelques valeurs extrêmes qui peuvent sous-tendre une relation linéaire qui n'est pas forcément présente. Donc, c'était juste, ça peut être intéressant de mettre aussi des diagrammes de dispersion pour voir par rapport aux corrélations si elles sont représentatives effectivement d'une relation linéaire ou pas, et de la nature en fait des problèmes qui pourraient se poser, notamment parce qu'il pourrait y avoir des saturations visibles et claires sur les valeurs extrêmes en fait qui sont plus difficiles à ajuster. Oui. Alors là, j'ai uniquement... Non, en fait, oui, je dis des bêtises. En fait, on a noté ces corrélations, et c'est vrai que j'ai évoqué les corrélations tout à l'heure. Et à côté, on a aussi la performance qui est plus en termes d'erreurs. Donc c'est ce que j'appelle ici RMAE, sachant que c'est vrai que les collègues du LMD, ils ont l'habitude de beaucoup parler en termes de corrélation, peut-être parce qu'on sait que c'est par rapport à 1 qu'on regarde les choses, et puis que les erreurs, alors ici ce ne sont pas des erreurs absolues, mais effectivement si jamais c'est des erreurs absolues, on ne sait pas forcément dans quel ordre de grandeur on est. Mais oui, c'est intéressant de regarder. Merci beaucoup Aurélie, il y a encore beaucoup de questions, mais on est obligé d'avancer.